On se retrouve pour un nouvel épisode du CQFR. Je suis rejoint par Shai. Salut Shai, comment tu vas? Eh ben, ça va très bien, Antoine. Écoute, paraît qu'il y a une coupe du monde de basket, des matchs encore à jouer, plein de choses à discuter et il paraît même qu'il y a des choses qui se passent en NBA. Eh ben juste, c'est ouais, justement, j'allais te dire pour une fois, on va peut-être pas commencer tout de suite par la Coupe du Monde et par l'équipe de France. Il paraît effectivement que l'équipe de France de basket a joué un match hier, mais non, je propose qu'on varie un peu parce que en NBA, en tout cas, c'est pas vraiment qu'il y a de l'actualité NBA, enfin si pour le coup un petit peu, mais il y a des déclarations, il y a des interviews qui sont données qui sont très intéressantes. Je propose qu'on commence par celle de Ben Simmons, Ouais, qui a donné un entretien fleuve à Mark J. Spears, si je ne dis pas de absolument, bêtises. c'est Et, lui-même. voilà, il se livre un peu, Ben Simmons. J'aimerais que tu nous en Un parles, que tu un nous peu racontes un beaucoup. peu. Il se Un peu livre un peu beaucoup. beaucoup et il se livre enfin, j'ai envie de te dire. On en a parlé beaucoup, on en a parlé beaucoup ces derniers mois quand même. On a attendu, espéré, observé, ce que donnerait Ben Simmons, dans ce nouveau contexte à Brooklyn. Est-ce qu'il arriverait à rejouer avec, ce qu'il avait annoncé, avec, toutes les enfin, ça fait 2 ans quasiment qu'on attend quelque chose de sa part, qu'on se demande s'il va revenir. Même au sein de la rédaction, on a nos sceptiques, nos croyants. On en a beaucoup parlé aussi avec Théo hier dans la late session. Et là, j'ai envie de dire qu'il a enfin euh, expliqué ce qui s'était passé pour lui ces derniers mois, parce que ça restait un type plutôt discret. Il a pris relativement cher dans les médias, parfois à raison, parfois à tort. Là, il a enfin expliqué pourquoi il ne pouvait pas jouer, pourquoi il a dû être opéré, pourquoi ça ne marchait pas avec Brooklyn, pourquoi ça ne marchait pas avec Jacques Vaughn au début. Et je t'avoue que moi, qui me range plutôt dans la case des sceptiques à la base sur Ben Simmons, je parle du Ben Simmons des dernières années. Je ne parle pas du Ben Simmons All-Star, Ouais, excellent des défenseur. Sixers. Ça, c'est un joueur. Enfin, tu peux pas être sceptique sur ce joueur-là tellement il était fort. Mais sceptique sur dans l'état dans lequel il était psychologiquement et physiquement ces dernières années. Et donc, cette interview que je vous invite à lire, on en a traduit pas mal de passages dans un article ce matin. Euh, il explique qu'il ne pouvait pas faire les gestes du quotidien avec son dos, il ne pouvait pas s'asseoir correctement, il avait du mal à dormir. Sur le plan du basket, il n'aurait pas dû être sur le terrain quand il était sur le terrain l'année dernière, mais il a essayé de faire plaisir aux gens, de sortir un peu de cette dynamique où il avait l'impression d'être un bouc émissaire. Donc j'ai trouvé les propos très intéressants. Je me suis dit, enfin il se livre, enfin il explique, il n'est pas forcément dans une posture un peu victimaire. Tu sais, tu te rappelles ce passage chez JJ Redick dont on avait parlé justement, où c'était un peu le monde est contre moi, c'est injuste, j'ai pas mérité ça, ce qui n'était pas faux. Là aussi, on en a parlé avec Théo hier, mais il l'avait quand même jeté sous les roues du bus à Philadelphie. C'était un peu le bouc émissaire facile. Là, je trouve qu'il y a des explications vraiment sur les difficultés physiques qu'il a rencontrées. Et il y a aussi sur la méthode qu'il a désormais pour revenir à 100%. Et les mots, ils sont forts. Il dit, ça y est, je suis à 100%. Enfin, à 100%, en tout cas, son corps ne le fait plus souffrir. Tous les gestes basiques, il les a retrouvés. L'entraînement, il y va à fond. Il travaille son tir, il travaille tout ce qui est vraiment du pur basket. Et il n'a plus à se poser la question, est-ce que je vais être capable de jouer correctement. Il le dit, et on le disait l'année dernière quand on le voyait jouer, c'était frustrant pour lui, c'était frustrant pour nous, parce qu'à la base, c'est un joueur qu'on a envie de voir réussir. Et là, ça y est, il dit, je vais revenir, je vais dominer. Il dit ça, je vais revenir et dominer, ce sera super. J'ai pas l'intention de revenir en étant le même joueur que la saison dernière. Quand je me vois aujourd'hui, je sais que je défoncerai le joueur que j'étais l'année dernière. Donc, ça peut être, voilà, il y en a qui vont le dire, et peut-être à raison, que c'est un peu une promo, il fait sa pub, il veut rassurer les gens, mais moi, je suis peut-être bon public, mais je suis sorti de cette interview en étant un peu hypé par Ben Simmons et un peu plus encouragé que ces derniers mois, quoi, tout simplement. Moi, je vais avoir la réponse un peu bateau. Je vais dire j'attends de voir. Mm. Mais comment dire? C'est vrai que quand tu le regardes jouer l'an dernier, tu sens qu'il y a des problèmes au dos. Il y avait un bloc, enfin, il n'y avait pas la même explosivité. Il y avait quelque chose où tu sentais que physiquement, il n'était pas à 100% et que du coup, c'était difficile. Tu sentais aussi un blocage mental, honnêtement. C'était palpable. On Mm. sait que c'est souvent abstrait, évidemment, tout ce qui est mental, mais là, c'était vraiment palpable. Peut-être que c'était lié aussi aux problèmes physiques. C'est dur d'être, quand ton corps ne suit pas, c'est dur d'être dans la tête. Ça marche dans les deux sens. Du coup, bon, si tu veux des interviews comme ça, j'ai l'impression d'en lire chaque été.
Alors après, Ben Simmons, c'est un cas un peu particulier parce qu'il y a plus de matière et effectivement, il y avait vraiment quelque chose. Mais chaque été, tu as toujours un mec qui te dit non, mais moi, là, l'entraînement, je suis à 100%, je me suis défoncé, je vais revenir, je vais être super fort, j'ai travaillé mon jeu, etc. Tout ça, je vais ajouter. Enfin, je méfie toujours, c'est la période est simple. Par contre, c'est vrai que dans sa manière de parler, dans sa manière de s'exprimer, même le fait que lui-même, tu vois, mettre en avant le non, mais là, je suis à 100%, comme tu l'as dit, je vais vraiment dominer, que ça vienne de lui, ça marque évidemment un peu plus. Voilà. Après, tous les aspects, j'ai travaillé mes 3 points, mes machins, c'est pas que ça m'agace parce que bien sûr que tout le monde doit, enfin, on doit travailler ses points faibles, mais souvent en NBA déjà qu'il retrouve son jeu parce qu'en fait Ben Simmons il a pas besoin d'être fort à 3 points pour être un bon joueur NBA. J'ai l'impression que ça c'est un faux débat, c'est une discussion qui presque que je comprends pas en fait. Tu peux pas résumer Ben Simmons à son tir à 3 points et j'espère que lui ne va pas enfin j'espère vraiment que lui ne va pas l'interpréter comme ça. C'est comme il y a des joueurs, tu vois, André Drummond, on l'a vu enfiler des perles à 3 points tous les étés et on sait que ça ne sera pas son jeu. Rudy Gobert, on l'a déjà vu faire son jeu. Sois déjà très fort sur ton jeu avant de vraiment vouloir ajouter complètement un point fort. C'est rare qu'un mec arrive à métamorphoser son jeu. Brook Lopez l'a fait, a complètement changé son jeu, mais tu vois, c'est rare les mecs comme ça. D'habitude, tu as quand même un style très précis, tu brilles dedans, et si ensuite, après, tu arrives à ajouter des éléments, je sais pas, je pense à Tony Parker qui a réussi à vraiment ajouter un shoot. Là, oui, bien sûr, mais encore une fois, je ne m'attends pas à ce que Ben Simmons, l'an prochain, il soit à 40% à 3 points. J'aimerais surtout voir le Ben Simmons de Philly, celui qui était fort en défense, qui était explosif balle en main. Et si effectivement son dos le laisse et qu'il n'a plus aucun blocage mental, bah, banco, Mais ça sera une super justement, recrue pour Brooklyn d'ailleurs. mais justement, c'est ce qui est différent dans cette interview, je trouve. Parce que là, c'est vraiment que des extraits, elle est très longue, hein. Il lui parle de sa passion pour la pêche, de pourquoi il a déménagé à Miami. Enfin, il y a tout et de rien dedans. Mais justement, sur le profil de jeu, sur le tir, tout ça. Alors, il dit oui, je travaille mon tir, je travaille un peu tout, un peu les 3 points, un peu les spot-up, les Après, c'est pull-up. normal qu'il le bosse, Voilà. hein. Mais c'est une infime partie, tu vois. C'est un détail Ouais, de ce qu'il dit. Et moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il lui dit enfin, tu sais qu'il y avait ce problème. Jacques Vaughn ne savait même pas comment l'utiliser l'année dernière. Il s'en était pas ouais. caché. Il avait dit je ne sais pas s'il est meneur, s'il est poste 4. Je ne sais pas si avec qui mettre pour l'entourer. Presque, tu vois, j'ai pas la formule. Et j'ai aimé que Ben Simmons dise je suis un meneur. Parce que c'est son poste, c'est un meneur de jeu, c'est un meneur de grande taille, mais c'est un meneur. Et je vais redevenir le joueur que j'étais. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas je vais ajouter ça, je vais me mettre à shooter, je vais mettre machin. Il dit je vais redevenir le joueur que j'étais. Et sur cette relation avec Jacques Vaughn, je trouve que c'est super intéressant. Je vais te dire ce qu'il a dit. Déjà, pour une fois, j'ai le sentiment qu'il a un peu fait son examen de conscience. Tu vois, j'avais pas du tout cette impression-là quand il était passé chez JJ Redick, où il était en terrain un peu conquis, où ils l'ont ménagé, ils n'ont pas posé de questions trop difficiles. Là, ils lui ont dit, en gros, il le lance sur la relation qu'il avait avec Vaughn. Et il dit au départ, ma relation était très mauvaise, donc il s'est pas caché de ça. Et il dit qu'il comprend pourquoi c'était mauvais parce qu'il n'y avait pas de communication. Et il se dit que Vaughn était frustré vis-à-vis de lui et qu'il comprend pourquoi. Parce qu'un jour, on lui disait bah, Ben Simmons va jouer. Et le lendemain, on lui disait non, finalement, il n'est pas prêt. Parce que Ouais. lui-même, Simmons, était dans cette situation où il ne savait pas s'il allait jouer et si c'était raisonnable de jouer. Au final, il dit que c'était pas raisonnable, qu'il n'aurait pas dû jouer du tout, même. Qu'il aurait dû d'abord se soigner. Et cette espèce d'examen de conscience et tout ce qu'il dit dedans, je vous invite vraiment à la regarder. C'est un peu différent de j'ai travaillé, je vous Oui, oui, inquiétez pas, bien je vais sûr. revenir. C'est un joueur qui est dans une situation tellement particulière, qui a été dans une situation tellement particulière et qui a été pas très très exposé médiatiquement, hein. C'est pour ça que je trouve que là, ces propos-là et cette interview, elle est un peu différente du truc basique. J'ai bossé, regardez mes vidéos, j'ai fait ça, tu vois. Voilà. Alors je me trompe peut-être que Non, mais malheureusement à la rentrée, on se dira bon bah finalement c'était un pétard mouillé. Mais moi qui suis pourtant un peu sceptique et qui me disais, tu te rappelles, on se disait franchement il lui faut un petit marché pour qu'il se reconstruise tranquillement, Oklahoma City, Indiana, que sais-je. Là, je me dis, il y a moyen qu'à Brooklyn, avec tout ce qu'il y a autour en place et qui était déjà prometteur, je pense que c'est peut-être le bon endroit pour qu'il redevienne au moins à 80% le joueur qu'il était. Non, mais tout ce que tu soulignes est très intéressant et tu es convaincant, hein. Je te reconnais que là, quand je t'écoute, je reconnais que moi aussi, je suis un peu hypé ou en tout cas, j'arrive à avoir de l'enthousiasme. Euh,
ça serait si Ben Simmons venait à être l'ancien Ben Simmons, je parle même pas plus fort, mais juste le joueur qu'il était aux Sixers, avec ses défauts et ses qualités, ça serait une très 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 grosse recrue pour les Nets quand même. Parce que je pense que c'est un joueur qui a souvent été sous-estimé, paradoxalement. Ouais. C'était quand même un incroyable joueur de basket. Après, c'est une toute petite partie de ce que tu as dit, mais ça m'a fait piquer. Je ne trouve pas que c'est un meneur. Et en fait, c'est juste la définition de meneur dans ce cas-là, ou alors il est une des définitions de meneur. C'est un playmaker, c'est un point forward, mais si lui c'est un meneur, LeBron ça l'est aussi en fait dans ce cas-là. Mais quelque part, on peut se dire que LeBron est un meneur. Mais Il utilise ce terme-là, hein. Il dit je ouais, je suis sais, un point guard, tu I'm a vois. point guard, ouais. Mais parce que c'est normal, tout le monde a envie d'être point guard. Moi aussi, j'ai envie d'être point guard, tu vois. Mais bon, à un moment, il y a aussi la réalité des choses. Après, bon, c'est un très bon playmaker et ça me fait me faire une transition parce que là, on va parler d'un vrai meneur de jeu. On va parler de Rajon Rondo et de quelque chose que Rajon Rondo Ouais. a donné dans une interview à JJ Redick dans le passage du podcast. Tu vois, la vision qu'a Rajon Rondo, je suis pas sûr que Ben Simmons puisse l'avoir. Par contre, est-ce que c'est un point forward? Si vraiment on parle de. Là, oui, mais bref, Peut-être, après, ouais. c'est du chipotage. Mais bon, on verra comment Jack Vaughn va l'utiliser. J'ai peur qu'il y ait toujours encore un peu ce petit truc de se dire où est-ce qu'on le met. Mais bon. Visiblement, juste pour finir là-dessus, Vaughn a passé plusieurs jours avec lui à Miami. Donc ils sont vraiment rabibochés concrètement et ils ont beaucoup parlé vraiment de l'aspect sportif et de comment l'utiliser, et ce qu'ils n'avaient pas du tout fait parce qu'il n'y avait pas de communication la saison dernière. Il était la moitié du temps à l'infirmerie, pas dans l'équipe. Donc peut-être, comme je te disais tout à l'heure, je suis peut-être trop bon client, je me hype peut-être pour rien, mais j'ai l'impression que c'est un peu différent d'habitude. Écoute, on verra. En tout cas, c'est vrai qu'un 5 où tu as Dinwiddie, qui n'est pas vraiment ton meneur, mais qui est ton meneur sur la position, mais c'est pas forcément lui qui crée du jeu. Ben Simmons, Michael Bridges, Nick Claxton, j'oublie évidemment Cam Johnson, ouais. Cam Johnson, ouais, en poste. T'as 5 majeurs. C'est pas mal quand même, hein. Défensivement, c'est très costaud. Et mine de rien, tu as moyen de créer vraiment quelque chose. Tu as un mec qui roule dans Nick Claxton, celui qui va poser des écrans roulés. Cameron Johnson, 4 postes 4 fuyants. Michael Bridges, Ben Simmons, Spencer Dinwiddie peuvent tous jouer des pick and roll. Ben Simmons, il peut poser des écrans. Tu as vraiment une équipe qui peut être très, très intéressante à l'Est. C'est ce que je disais à Théo hier là, pendant la live session. Je disais, tu sais, quand on avait parlé des équipes les plus intéressantes pour nous, enfin pour chacun, celles qu'on avait envie de voir jouer et tout, j'avais pas mis les Nets et là maintenant, je pense que je les mets dans les équipes qui m'intriguent le plus et que j'ai le plus envie de voir, comment ça va se développer pour eux la saison prochaine. Moi, je te rejoins. Bon, ouais, alors, on va enchaîner. On va parler du coup de Rajon Rondo, qui lui, pour le coup, on a un extrait du podcast avec JJ Redick, c'est le prochain invité donc du podcast de JJ Redick, et il raconte Rajon Rondo. Faut savoir que c'est vraiment un personnage un grand malade, fascinant. C'est un mec qui fait des parties de puissance 4, il en fait champion de puissance 4. Bon, ça peut sentir très drôle dit comme ça, parce que bon, c'est quand même un jeu enfantin à la base. Non, mais il est capable de faire il a la 5 réputation parties d'être à la invincible. fois. Voilà, ça, il peut faire 5 parties à la fois. Le mec, il voit 8 coups à l'avance. Enfin bref, c'est un espèce de psychopathe. Et pour le coup, il racontait sa vision sur le terrain. Pas seulement sa vision du jeu, mais dans l'extrait, on voit son envie de battre non pas les joueurs adverses, mais les coachs adverses. Ah, mais c'est. Moi, je disais sur Twitter que j'avais hâte d'entendre l'épisode entier parce que juste l'extrait là, il m'a chauffé. Ça fait plusieurs années que je me dis. Il y a tellement d'histoires sur Rondo, d'anecdotes. Je sais plus, c'était Brian Scalabrine qui disait que Rondo, il connaissait les playbooks des équipes adverses sur le bout des doigts, qui contraient les tactiques des coachs en plein match. Enfin, on savait ça, tu sais, on le voyait traîner près des bancs adverses pendant les temps morts, il essayait d'écouter des trucs. Enfin, il avait déjà cette réputation de joueur ultra cérébral, presque. Enfin, ouais, mais alors, autiste dans le sens dans le sens pas du tout péjoratif du terme, tu sais, qui a un cerveau surdéveloppé et obsessionnel sur ces aspects-là. Et là, donc, dans les extraits, c'est hyper intéressant parce que il explique que lui, il jouait pas contre des autres basketteurs, il jouait contre les coachs. Son état d'esprit, c'était, il raconte l'anecdote de la série de playoffs contre Boston quand il jouait à Chicago. Voilà. Il jouait pour Chicago. Et il dit, mon état d'esprit, c'était de battre Brad Stevens. Et il raconte qu'avant le game 1, il avait demandé à Butler et Wade de rester avec lui, juste pour travailler des exécutions de système pour le 4e quart-temps.
et des systèmes dont il était sûr que les Celtics avaient aucune connaissance, qu'ils les avaient jamais joués et travaillés avant. Et en parallèle, lui, il regardait 4 ou 5 matchs des Celtics sous Brad Stevens, juste dans les quatrièmes quart-temps pour voir quel système ils utilisaient. Et du coup, quand ils ont mis les systèmes en action, les Celtics, ils n'étaient pas du tout capables de les contrer ou de faire des ajustements. Et la façon dont il raconte ça, c'est vraiment... il dit comment est-ce que je peux battre le coach adverse, comment est-ce que je peux l'out-coacher. Enfin, il était déjà un coach sur le terrain, en fait. Et il disait c'était plus confortable, plus intéressant pour moi de faire ça dans ma position de joueur qui est impliqué sur le terrain, que d'être un mec qui gueule au bord du terrain, qui essaie de faire passer ses consignes. Voilà. Donc c'était vraiment un coach sur le terrain. Et il y a aussi, dans l'extrait, il parle de la saison qu'il a faite avec les Lakers, avec LeBron, et il dit quand on était dans la bulle avec LeBron, on regardait un match Miami-Boston ensemble. Et il m'a dit si on affronte Miami, je m'occupe de Spoelstra. et si on joue contre Boston, tu t'occupes de Brad Stevens. Et ces deux-là, ça te montre la mentalité, l'approche qui est, je pense, quand même très unique. C'est pas fréquent de voir des joueurs qui ont cette réflexion-là, qui opèrent comme des coachs sur le terrain avant, après les matchs, qui ont un tel QI basket qui sont capables d'être des coachs sur le terrain, quoi. Donc c'est juste l'extrait que je l'ai trouvé déjà fascinant, et je suis sûr qu'il y aura des choses encore plus intéressantes dedans dont on pourra parler après. Ouais, c'est sûr, ça sera un podcast à regarder. Rondo, c'est toujours très spécial. Mais juste, enfin, j'aimerais bien que Spo, en voyant cette interview, il dit bah venez, on rejoue la finale avec les mêmes joueurs. Mais moi, par contre, on me donne Jokic et Shai Gilgeous-Alexander et je m'occupe de LeBron, quoi. C'est pas l'équipe de Miami la plus armée du monde. Mais oui, c'est intéressant. C'est LeBron comme Rondo, c'est des QI basket extraordinaires, des mecs qui sont capables de voir des choses sur le terrain que tous les autres en fait ne voient pas, et c'est notamment ce qui ont fait leur force. Et j'en profite sur LeBron. C'est vrai que c'est un aspect, alors là maintenant depuis le temps, oui, au bout de 20 ans de carrière, tout le monde souligne son QI basket, mais pendant longtemps, je pense que ça a été son premier atout, alors que c'est pas celui qui se voyait le plus. Tout le monde parlait de sa puissance physique, etc. Mais son QI basket a été. Oui. C'est un génie du basket. Il a cette mémoire, cette espèce de mémoire photographique où il te raconte une action dans le détail, une action de 2006. Il te dit quel jour, quelle heure, qui était placé à quel endroit du terrain, qui a fait telle coupe, tel écran. Enfin, c'est vrai que c'est un truc qui est ultra sous-estimé. Non, mais ça, ce qu'on te dit pas, c'est qu'en fait, pendant le même temps, tu as Rich Paul qui lui passe l'action sur un téléphone. C'est ça, dans l'oreillette. Je suis trop mauvaise langue. Non, mais par contre, pour de vrai, c'est vrai que c'est un génie du basket. Et c'est toujours son point fort d'ailleurs aujourd'hui, je pense, son premier atout. Et même, bon, c'est moins sous-estimé maintenant, tout le monde le reconnaît, mais pendant un temps, ça n'a pas été assez mis en avant. On va finalement parler de l'équipe de France. Ah, t'es sûr, vraiment, vraiment, Même si on a déjà fait long, on va quand même parler du match Ouais. des Bleus. Match contre le Liban, l'équipe de France qui a gagné un match. Je ne sais même pas si on peut dire sauver l'honneur, parce que Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait à sauver. Mais voilà, alors dans la douleur, l'équipe de France s'est imposée 85-79. Après, ça a vraiment fait peur. On n'est pas passé loin de voir le groupe exploser, en fait. Tu penses? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, tu disais sauver l'honneur, c'est plutôt ne pas rajouter à Ouais. l'humiliation et à l'échec, parce que si tu perds contre le Liban dans une compétition où, on le disait hier, la plupart des grosses équipes, des grosses nations qui affrontent des nations dites mineures, je dis pas du tiers-monde comme Charles Barkley, j'en suis pas à ce point-là, mais la plupart du temps, ça finit en plus 40, plus 50. Là, c'est-à-dire que ça aurait été une défaite contre une nation très inférieure sur le plan du basket. Ça aurait été oui. Alors je sais pas si quand tu dis que le groupe était pas loin d'exploser, tu Non, mais penses à un on truc sent que précis? en fait, on sent que le groupe est émoussé. Après, évidemment, il y a cette scène que j'imagine beaucoup de monde a vue sur le temps mort. Avec voilà, donc il y a un temps mort, on est en première mi-temps. Vincent Collet qui parle à Sylvain Francisco, qui lui dit détends-toi Sylvain, écoute pas Eli, donc Eli Okobo, il veut pas jouer, mais toi donne-toi à fond. Bon, c'est une scène un peu surréaliste. Est-ce On que c'est si surréaliste que enfin ça non, d'ailleurs, finalement? ça arrive, c'est des choses qui arrivent d'ailleurs, c'est des choses qui Oui. arrivent à tous les niveaux. Après, évidemment, avec tout le contexte, on sent qu'il y a une tension, tu vois, un peu dans le groupe, que ce soit pas une tension qui est liée aussi. Alors, les résultats sont liés sans doute aussi à cette tension, puis les résultats ajoutent de la tension. On sent qu'il y a quelque chose, mais
ce qui est important de souligner quand même, c'est qu'Eli Okobo, il est revenu en jeu. Ouais. Donc, il y a forcément eu une discussion avec son coach à la mi-temps. Les deux, ils ont parlé et il est revenu en jeu et il est revenu avec un vrai état d'esprit. Et ça a été l'homme clé de la victoire au final. Ouais. Lui, Isaiah Cordigné, Nicolas Batum aussi par séquence en fin de match. En tout cas, dans le quatrième quart-temps, Eli Okobo, c'est vraiment lui qui fait la diff. Il met des paniers importants. Il est là en défense. Il s'applique. Il y avait vraiment quelque chose. Il était beaucoup plus tranchant. Je pense que c'est la première fois qu'on l'a vu aussi tranchant, même en Mmh. équipe de France, sur une grosse compète. Donc, ça a amené à quelque chose de positif. Et je pense que cette victoire, ça va soulager l'équipe de France et que là, sur les matchs de classement, ça va enfin dérouler. Et que du coup, la tension, il va y avoir un apaisement, quoi. Est-ce que moi je me dis, est-ce que ce genre de scène, je suis d'accord en fait sur le coup en direct, tu te dis: «Oh c'est chaud» en plus, je crois que la France perdait de 8 points à ce moment-là. Tu te dis: «Bon OK, ça va partir en cacahuète, tout le monde va commencer à vider son sac» enfin, mais c'est bon, c'était sur l'instant et derrière la façon dont ça a été géré et bien géré, je trouve, parce que c'est une scène, je disais, c'est une scène qui arrive fréquemment, hein, pareil, on le redisait hier dans la late avec Théo, mais tu as des coachs grecs et serbes, ils se disent pas juste attention, Eddie, il a pas très envie de jouer, c'est insulte toute la descendance des joueurs devant eux et devant des caméras, tu vois. Donc là, c'est sûr que c'est toujours un peu surprenant parce que Vincent Collet est pas forcément le type de coach qui va critiquer de façon aussi frontale des joueurs, mais ça arrive et ça a eu un effet positif. Et je me demande même, en essayant d'être optimiste, si ça va pas peut-être les pousser à plus communiquer, parce qu'il n'y a peut-être pas eu un petit manque de communication pendant la compète, le fameux se dire les choses qui est un peu cliché, mais est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être trop de non-dits, de critiques et d'autocritique? Voilà, c'est pour essayer de voir le truc par un prisme un peu positif et de se dire que peut-être pour la suite, parce que bon, là, les matchs de classement, je ne sais pas si on va voir tous les titulaires. On a vu que Mathias Le Sort jouerait plus, que Rudy Gobert a été économisé, un petit souci à la cheville, que Fall avait des problèmes Dedans. une rage dedans. Ouais. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a des questions à se poser sur ce que l'équipe qu'on verra ou pas, hein, mais c'est peut-être le moment de vraiment communiquer, le fameux se dire les choses, comme je disais, et ça peut partir un peu de là. C'est un peu utopique de se dire que c'est sur 2 matchs, alors que tu éliminé, que les choses vont se régler, mais ça peut être un point de départ, quoi. Oui, je pense que de toute façon, à un moment, il fallait une grosse claque. Il y a eu cette grosse claque. Hem, ça je m'inquiète pas, je vois. On entend beaucoup parler de l'atmosphère au sein du vestiaire. Nous, on n'en sait rien. Mmh. Tout le monde fait des suppositions au final. On se demande, j'ai vu même Xavier Vaution se demander sur le plateau de BeIN, se dire est-ce qu'au final ce groupe vit si bien ou pas? Et c'est vrai, on est en mesure de se poser la question. Mais j'ai employé le terme exploser, mais je m'attends pas à ce que le vestiaire explose et encore moins maintenant. J'ai l'impression que vraiment, je pense que cette victoire, elle va vraiment faire du bien. Comme tu l'as dit, si ça peut crever un peu l'abcès, s'il peut y avoir un peu des bon, bah, les gars, enfin, qu'il y ait une vraie discussion sur on a déconné, limite, quitte à ce que les mecs se reprochent des choses Ouais, et mais bien sûr. et parlent après ensuite et aillent dans le bon sens. Je pense que quand même dans le groupe France, il y a des joueurs vraiment intelligents, il y a un coaching staff intelligent. Je pense que ça peut mener à quelque chose de positif et je m'attends honnêtement à ce que les matchs de classement soient nettement mieux négociés. Après, ça ne changera pas le fait que, il y aura des vrais chantiers, des vraies questions, des vraies remises en cause à faire. Mais je pense que toute cette préparation, cette remise en cause, elle peut que je redis ce que j'ai dit dans le CQFR d'hier, ça peut commencer maintenant en fait. Tu peux tenter déjà de corriger ton attitude dès maintenant, Mais quitte à ce que tu ne le fasses qu'à moitié, mais surtout que c'est le dernier moment où ils vont être ensemble avant pas mal de temps. Enfin, ce groupe-là, ouais. sous cette version-là, après ça va sans doute changer d'ici, aux JO, mais après c'est chacun repart dans son coin, dans son club, dans sa franchise NBA, ils peuvent avoir des discussions, individuelles, mais là c'est le moment, tu disais, de crever l'abcès et de peut-être se reprocher des choses. Je sais pas si ça ira jusque-là, mais c'est le moment. Faut pas que ça serve à rien, en fait. C'est un peu un calvaire de devoir rester dans une compète dont tu étais l'un des favoris et de devoir jouer des matchs pour savoir si tu es 17e, 19e, 24e. C'est un calvaire sportif, mais faut pas que ce soit inutile. Voilà. Bah, voilà, ouais, exactement. Faut réussir à en faire quelque chose de positif. On va s'arrêter là. Alors, on parle pas de tous les matchs de la coupe du monde, mais ça veut pas dire qu'on ne les regarde pas ou ouais, et oui, il y en a qui nous intéressent moins, mais ça reste la coupe du monde de basket. Donc évidemment qu'il y a un traitement de la coupe du monde de basket et pour ça, je vous invite à aller sur Basket Session parce que tous les jours, en fait, sur Basket Session, à la fin de la journée, il y a un papier, complet qui récapitule ce qui s'est passé dans tous les matchs, ce qu'on a vu, ce qu'on a retenu, même de certains matchs,
plus obscures. Donc voilà, donc si vous voulez avoir une actualité complète sur la Coupe du Monde, n'hésitez pas à aller sur basketsession.com. C'est notre média internet qui complète la chaîne YouTube. Voilà, nous, c'est sûr qu'on ne débriefera pas tous les matchs en vidéo sur YouTube, mais on va s'intéresser aussi au reste de la compétition, même s'il n'y a pas l'équipe de France. Hein, vous pouvez compter sur nous là-dessus. Et il y aura sans doute des CQFR qui seront consacrés justement à des matchs, je ne sais pas, des quarts de finale qui ne concernent absolument pas l'équipe de France du coup, mais on sera là, évidemment, on regardera et on s'y intéressera et on analysera ça de plus près. On a peu parlé de Team USA jusqu'à présent en vidéo, mais comptez sur nous, on le fera dans les jours qui viennent. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve demain matin. Ciao À à demain. tous. Ciao.